Bonjour à toutes et à tous. Nous allons attendre quelques secondes le temps que les participants se connectent. Voilà, je vois le compteur qui commence à tourner. Voilà, je crois que on en est à 45 participants, c'est parfait. Donc, bonjour, je suis François Lamotte, directeur général d'Altios France, et je suis ravi de vous accueillir pour ce 4e webinaire de la Semaine de l'International LCL qu'on organise en partenariat avec Altios et le METI. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une zone qui est très importante dans l'actualité, l'Amérique du Nord, une zone en pleine croissance, en pleine reprise. Et Didier Borowski, lundi, nous le rappelait, cette zone va tirer la croissance mondiale, qu'il estimait à plus 8% en 2021, plus 6% en 2022, en rappelant notamment que les États-Unis restaient la première économie mondiale, évidemment, cette année encore. Alors, la question qu'on se pose tous, dirigeants, CFO, comment profiter des opportunités de rebond liées à cette relance nord-américaine? Et c'est aujourd'hui notre thème. Et pour vous en parler, je suis ravi de vous présenter nos intervenants. Alors, par ordre d'apparition à l'écran, si je puis dire, on va commencer par Bertrand Girard, qui est directeur associé à Altios Amérique du Nord. Bonjour Bertrand. Bonjour. Et moi, Isabelle Combe. Vas-y Bertrand, à toi. Non, je t'en prie, vas-y. Parfait. Isabelle Combe, qui est directrice générale d'Altios Canada, qui est basée à Montréal. Bon matin, bonjour, Isabelle. Bon matin, bon après-midi, bon matin. Voilà. Et puis, nous partagerons aussi 2 témoignages d'entreprise. C'est important parce que aujourd'hui, vous êtes présent sur le marché américain, vous êtes implanté déjà dans des secteurs très différents et votre complémentarité d'intervention va nous aider. C'est Antoine Trébuc, qui est vice-président finance et IT de Biotech Dental, qui est un des leaders sur les implants dentaires. Bonjour Antoine. Bonjour. Et puis Arnaud Danel, qui est directeur financier de Delta Plus Group, spécialisé dans les équipements de protection individuelle au travail. Et Arnaud et Antoine seraient interrogés par Cédric Chaban, qui dirige le centre d'affaires LCL d'Aix-en-Provence. Bonjour Cédric. Bonjour à tous. Voilà. Et puis enfin Christine Adams, qui est basée à New York, qui est responsable du desk Amérique du Nord, Crédit Agricole, CACIB. Bonjour Christine. Bonjour. Voilà. Et vous pourrez bien sûr, n'hésitez pas à utiliser la fonction de chat pour poser vos questions, pour que ce webinaire soit le plus interactif possible. Et je laisse la parole d'ores et déjà à Bertrand et Isabelle pour nous parler des opportunités de rebond sur ce continent nord-américain. Merci François, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Donc Isabelle et moi, on se partage l'Amérique du Nord, si je peux dire ça comme ça, de manière très coopérative, puisqu'on est tous les deux à l'œuvre, Isabelle à Montréal et moi-même à New York. Et donc, on peut peut-être passer au slide suivant, à moins qu'Isabelle ait un petit mot à dire pour te présenter, s'il y a quelque chose à dire, si tu veux. Oui, Isabelle Combe, donc franco-canadienne. Effectivement, copilote. Pourquoi l'Amérique du Nord? Parce que ce territoire ne peut pas se considérer comme étant un pays à côté de l'autre. C'est vraiment toute une zone et c'est pour ça que nos équipes travaillent de concert sur des stratégies Amérique du Nord. Donc, c'est pour ça qu'on dit on copilote vraiment au jour le jour ce territoire. Exactement. Et nous sommes 16, une équipe de 16 répartie entre New York et Montréal. Donc voilà, donc ce qu'on souhaitait vous proposer avec Isabelle et pour partage entre nous tous, c'était 1, les perspectives, 2, les opportunités. Vous voyez qu'il y a des points d'interrogation, c'est pas neutre parce qu'il y a des points d'interrogation. Et ensuite, pour justement anticiper le rebond et profiter de cette relance qui j'allais dire, est déjà là. Et tirer et partager les expériences qu'on a pu tirer depuis quelques années et que nous sommes aux États-Unis et au Canada. Donc, on peut passer le slide suivant et faire un rappel. Le slide suivant va être très rapide puisque c'est un rappel de l'évidence, puisque ça, c'est le GDP ou le PIB de la zone Amérique du Nord, les États-Unis étant en tête, et quand on rajoute le Canada, évidemment, ça fait un couple qui dépasse 23 à 24 000 milliards. Ça, c'est ce qui était dit avant le Covid. C'est intéressant de se poser la question, qu'est-ce que c'est devenu après le Covid? Mais comme tout le monde a fait, j'allais dire tous les grands pays, enfin en tout cas les leaders mondiaux de l'économie ont fait un recul de 5, 6, 7, 8, 10%, peut-être un peu moins pour la Chine ou autre, mais globalement, ça n'a pas changé, je dirais,
le top 10 des grands pays qui génèrent la croissance ou 80 ou 70% du GDP mondial. Donc ça n'a pas vraiment changé. Et ce qu'on peut tirer comme conclusion de ça, c'est que les États-Unis plus le Canada, après le Covid, ça va rester la grande puissance économique que c'est déjà, même s'il y a des challenges qui se posent. Une petite remarque quand même, quand on regarde ce podium, États-Unis plus Canada, évidemment premier, hein, c'est les chiffres qui parlent. 2, c'est l'Europe. Et 3, c'est la Chine. Je voudrais juste faire une remarque là-dessus, c'est que post-Covid, ça a changé. Et évidemment, ça ne concerne pas l'Amérique du Nord en particulier, mais si on regarde vraiment les chiffres, post-Covid, entre-temps, on a perdu l'Europe, perdu l'Europe dans le sens où on n'a plus le UK avec nous. Donc, quand on regarde le PIB de l'Europe des 28, sans le UK, ça fait 27, et ça fait en gros 15 000 milliards. Et 15 000 milliards, c'est un petit peu moins que fait la Chine dans les prévisions 2020. Donc, c'est juste pour dire que la Chine est peut-être passée en seconde position sur l'échiquier mondial des grands blocs économiques. C'est quand même intéressant à dire, même si, je dirais, pour l'agenda du jour, ça n'a pas de grande signification. On peut passer à la slide suivante. Très concrètement sur les États-Unis, et Isabelle pourra commenter par rapport au Canada, mais je voulais juste rappeler que le PIB, même sur le trimestre 4 de l'année 2020, était quand même à plus 4% aux États-Unis. Donc, on n'a pas eu un arrêt aussi sévère, je dirais, que dans d'autres pays, même s'il y a eu des arrêts dans certains secteurs. Hein, je ne parle pas des restaurants, par exemple, mais globalement, il y a quand même une croissance le dernier trimestre 2004. Et l'estimation du PIB 2021 global sur l'année pour les États-Unis, c'est en gros 8%. Ça, c'est le FMI qui dit ça. Et pour le premier trimestre 2021, on est déjà à 5, 6, 7% de croissance. Donc, c'est juste pour dire qu'il y a une tendance de reprise qui est extrêmement présente. Et d'ailleurs, il y a des États comme le Texas ou la Floride qui sont déjà en mode business as usual depuis 2 mois. Hein. Donc, on prend l'avion, on se déplace, on mange au resto et on boit une bière au comptoir. Donc, ça, c'est déjà le cas. Et juste un peu, peut-être, avant qu'Isabelle puisse peut-être commenter sur le Canada, mais à l'heure où on se parle, en fait, j'ai regardé ce matin, il y a eu 304 millions de doses, premier one shot, administrées aux États-Unis à l'instant où on parle. 304 millions et presque 150 millions ont eu de doses. Donc, on est proche de 50% de la population qui, aux États-Unis, ont eu la double dose, si je peux dire ça. Peut-être, Isabelle, un petit commentaire sur le Canada. Oui, je dirais en fait que les prévisions aussi de PIB sont un tout petit peu en dessous des États-Unis, mais quand même très très positives. On aura un petit peu de retard par rapport à la reprise. La reprise va se faire sous le sillon en fait des États-Unis, ne serait-ce que déjà en termes de signaux d'ouverture, on voit déjà des entreprises, ne serait-ce que canadiennes qu'on accompagne aussi aux US et qui disent voilà au Canada, on sent que c'est encore aussi on est en plein déconfinement, tandis que les signaux aux US sont vraiment très clairs et l'activité recommence. Donc voilà, nous on est un peu plus sur une relance qui va être un peu plus sur la partie deuxième et troisième semestre, mais toujours dans le sillon avec un petit peu de décalage par rapport aux US. Ok, on peut passer sur la slide suivante. Donc, on ne va pas s'attarder sur ce slide, mais c'était juste pour rappeler qu'il s'est passé quand même 2-3 trucs importants en début d'année et sans faire de politique, il y a eu un vrai changement, je dirais, d'orientation avec je dirais, ce couple Biden et qui marque quand même le terrain d'orientation nouvelle et apaisante, si je peux dire ça comme ça. Et donc, ça a été un événement majeur. Hein, et c'est vraiment à garder en tête parce que ça va quand même, pour les 3-4 prochaines années, amener un bon nombre d'opportunités pour les investisseurs aux États-Unis et le développement de l'activité aux États-Unis. Donc, on pourrait passer au slide suivant. Pour faire un résumé des États-Unis, peut-être passer ensuite par le Canada. Donc, la vaccination, on vient de le dire, on se rapproche d'une forme d'immunité collective puisque quand il y aura 2 tiers des vaccins des Américains qui ont eu 2 fois 2 doses, on pourra peut-être considérer, je ne suis pas médecin, mais qui est quand même une défense collective qui est déjà bien en œuvre. Sur le point de vue de la consommation, on a remarqué aux États-Unis les mêmes choses qu'on avait remarqué en Europe, c'est-à-dire une baisse massive du commerce assez classique avec l'accélération du e-commerce, du D2C, du direct consumer,
c'est-à-dire presque de la ferme au consommateur parfois, je dis D2C ici, mais globalement, ça a été un événement vraiment fort. On pourrait partager des statistiques, mais on a vu que ça a doublé, triplé, par exemple, dans le food ou Amazon, j'en parle pas, etc. Donc il y a vraiment, vraiment eu cette ouverture au commerce qui était déjà bien en place, qui est fortement développée. Et depuis, ça c'était dans la période mars jusqu'à fin décembre 2020, et depuis on est dans un schéma, depuis mars, avril, on est dans un schéma de réouverture quasi partout. Je mentionnais tout à l'heure le Texas ou la Floride, sachant que si on regarde que le Texas, pour donner une idée, c'est d'abord d'autres fois la France en géographie, et puis c'est une fois le PIB de la Russie. Donc c'est vrai que cet État-là est déjà assez énorme, même s'il est très orienté sur des secteurs bien particuliers. Mais en tout cas, un État comme la Floride, qui réouvre depuis déjà 2 mois, c'est déjà la relance et une opportunité. Donc, à l'instant où on se parle, je pense que les déplacements et les vols sont quasiment en business as usual. Il y a bien sûr des éléments de précaution pour voyager et même d'un état à l'autre, etc. Mais globalement, on est dans un schéma business as usual. De la partie de l'économie et de la politique, tout le monde a lu dans la presse qu'il y avait eu une séquence massive d'aides depuis le 27 mars 2020, quand Trump avait déjà à l'époque annoncé 2000 milliards. Ben depuis, c'est ce qui s'est passé. Hein, le chômage est monté à 30-40 millions de chômeurs aux États-Unis, alors que le chômage structurel est plutôt de 5-6 millions. Mais à l'instant où on parle, on est déjà revenu à moins de 10 millions. Donc ça, c'est le côté fluide de l'emploi aux États-Unis, et beaucoup de cet emploi est notamment lié à la restauration, etc. Donc il y a encore un décalage par rapport à ce qui était en février 2020, mais on se rapproche très vite du chômage structurel américain qui est de l'ordre de 4%, c'est-à-dire 5-6 millions de personnes. Ce qui est déjà beaucoup, mais vous direz en pourcentage, on revient à des normales, si on peut dire comme ça. Sur le plan économique, depuis que M. Biden est arrivé au pouvoir, il y a eu 2 annonces massives. Donc, il y a eu 2000 milliards complémentaires sur les infrastructures, puis un deuxième plan. Donc, au global, les aides aux États-Unis, c'est 15%, à peu près 15% du PIB national. Donc, c'est plus que le PIB de la France, ou de la France presque avec l'Italie en plus. Donc, c'est vraiment massif, les aides. Et elles sont concrètes. Hein. D'ailleurs, beaucoup de nos clients ont bénéficié de ce qu'on appelle le PPP. On a souvent fait la demande pour ces entreprises dont on gère la comptabilité aux États-Unis en particulier. Pour vous donner une idée, on a dû déposer 12 ou 13 dossiers, on a eu un refus et tout le reste en accord. Et tout le monde a bénéficié d'aides directes, appelées des prêts, mais qui sont devenus des subventions. Donc, ce système a extrêmement bien fonctionné. Sur le plan politique aussi, et on voit l'actualité du G7 qui arrive en Angleterre, c'est ce week-end. Tout s'aligne, je dirais. La bourse va très bien. L'accord climat, l'Amérique, je parle des États-Unis, là, pas du Canada, est revenu dans l'accord de Paris. Les relations Europe-États-Unis redeviennent apaisées ou normalisées. Biden fait clairement passer des messages comme quoi ses alliés, il les connaît. La semaine passée, il y a eu l'accord sur les GAFA, la taxation. Donc, il y a une espèce d'harmonie, ou en tout cas de point de vue sur cette taxation qui, à mon avis, est un bon signal aussi pour l'économie et l'équilibre entre les grands blocs économiques. Donc, il y a beaucoup de sujets qui sont très positifs, qui sèment un terrain de jeu qui est très propice à la relance et à la croissance et au rebond. Sur la partie des réflexes protectionnistes, qui sont toujours et qu'il ne faut pas sous-estimer. Le Covid aura quand même eu un effet électrochoc sur le produire local. Alors c'est vrai en France, c'est vrai en Italie, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai partout, de préserver l'économie locale, mais peut-être pas avec des droits de douane qu'on a pu voir dans l'aérien ou pour Airbus ou les vins, etc. aux États-Unis. Là, ça a l'air d'être en tout cas suspendu pour l'instant. C'est pas annulé, mais c'est suspendu. Mais on voit bien qu'on revient à un discours, je dirais, très constructif et tout État confondu, très conscient du niveau et de la sévérité de la crise. Donc on se met dans un mode positif et je pense que les États-Unis jouent un rôle fort dans ce chemin positif. Et d'ailleurs, sur le plan social et sur le plan social et de ce qu'on a pu voir parfois à la télé relayé sur CNN ou des grandes chaînes américaines, les conflits sociaux, raciaux sont plus apaisés depuis quelques mois et c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, il faut l'espérer que ça continue et partout sur la planète. Pour finir, avant de peut-être passer à parler du Canada, le rebond, on est déjà dedans, on est déjà dans la relance, notamment pour toutes les entreprises qui sont restées connectées au marché.
Parce qu'aux États-Unis comme ailleurs, mais aux États-Unis, je dirais, il y a un réflexe naturel de par la grandeur du pays, le business online et les échanges à distance étaient déjà, ça faisait déjà partie des affaires. Mais ça n'a fait qu'en remettre une couche et donc tout se passe bien et ceux qui étaient déjà connectés et qui ont amplifié les connexions digitalisées et numérisées pendant la période, ben, à mon avis, vont bénéficier de l'entretien de ces relations pour la conquête ou la reconquête ou le déploiement de leurs affaires aux États-Unis. Donc la nouvelle proximité digitale, le nouveau style de management qui en découle, il me semble que ça a été un très bon moment depuis quelques mois pour revisiter la stratégie, revoir notamment tout le schéma d'intermédiation des affaires aux États-Unis, qui est un sujet toujours plus complexe qu'il ne l'est en Europe, à mon sens, dans bien des industries. Et donc, si les revues de stratégie ont été faites, si les revues de chaîne de valeur ont été faites, si l'entretien des relations ont été faites aussi digitalement avec le relais américain, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de rebond vraiment fort aux États-Unis. Peut-être, Isabelle, je te laisse la main sur le Canada. Non, un constat pendant cette période effectivement de pandémie, un bon nombre d'entreprises ont réfléchi sur comment s'implanter, comment être beaucoup plus sur place dans des stratégies d'implantation avec des collaborateurs sur place, avec éventuellement racheter aussi des opportunités de rachat d'entreprises qui pourraient être aussi des petites PME en difficulté. Donc, s'il y a un conseil, effectivement, c'est de travailler dès maintenant en fait vos stratégies, de bien travailler votre provision de valeur pour être prêt, je dirais, très rapidement sur le marché des US et Canada, parce que vraiment c'est là où les premiers joueurs en fait commencent à reprendre du terrain. On voit avec des partenaires quand on accompagne nos clients, ils commencent à être très occupés, surtout aux US en fait, où vraiment pour le coup là il y a eu des forts signaux de relance. Donc effectivement, donc vraiment préparer le plus tôt possible la relance, même si au début on ne sait pas trop, est-ce qu'on peut voyager, est-ce qu'on peut se déplacer ou pas, mais mettez-vous sur la planche à dessin, je dirais, dès maintenant pour travailler votre schéma de chaîne de valeur, comme disait Bertrand. En général, géopolitiquement aussi, c'est intéressant de voir que ce continent, cette Amérique du Nord, US et Canada est beaucoup plus soudé. On a des dirigeants aussi qui sont vraiment sur la même, je dirais, le même mindset, une politique socio-libérale en fait qui est beaucoup plus alignée, donc avec des tensions qui vont aussi s'apaiser entre les deux pays, avec les deux types de gouvernements. Donc tous les feux, je dirais, sont ouverts, mais il faut vraiment rapidement accélérer pour l'Amérique du Nord pour avoir sa place. On peut passer au slide suivant et vraiment, avant de passer à des conclusions et des leçons qu'on a tirées nous-mêmes avec beaucoup d'humilité à partager, mais on peut passer sur le slide suivant et faire deux remarques. D'abord, là, je prends l'exemple des États-Unis, mais vous voyez, du point 1 au point 6, 100 millions de consommateurs qui gagnent environ 60-65 000 $ par an de moyenne. Je dis juste ça, mais c'est une poche de richesse vraiment très importante. Et si on passe au slide suivant, si on peut passer au slide suivant, je voulais simplement dire un mot là-dessus. On doit être focus aux États-Unis parce que sinon on se perd. Donc focus, c'est il se passe des choses à certains endroits sectoriels, dans des géographies. Il y a des endroits où il y a des labor costs qui sont différents dans d'autres. La Californie, le labor cost, c'est presque 15 $ de l'heure. Si on va dans le Utah, qui n'est pas très loin, 7,5, vous voyez, c'est du simple double. Si on va de New York à la Pennsylvanie, c'est presque du simple double. Il y a des géographies, de secteurs, de coûts, de savoir-faire, et on ne peut pas aller aux États-Unis sans être sur un focus qu'on a bien analysé, puisque on ne peut pas plonger dans le grand bain sans savoir nager. Donc, il faut vraiment d'abord apprendre à nager dans le secteur dans lequel on est et savoir où ça se passe, comment ça se passe, etc. Ça, c'est un peu notre job. Et si on passe au slide suivant, et peut-être Isabelle, tu peux reprendre la main sur cette interaction générale. Ce que je viens de dire sur les clés, c'est tout à fait le prolongement aussi du continent. Exact. Donc effectivement, quand autant aux US, il faut vraiment se dire que c'est un continent avec plusieurs pays, mais de travailler effectivement cette connexion avec le Canada pour des bonnes raisons. Donc vous voyez effectivement qu'une majorité des villes sont vraiment situées à proche d'1h30 en fait des US. Donc, c'est vraiment très stratégique. Donc, un conseil, quand vous réfléchissez peut-être les États-Unis ou le Canada, ouvrez quand même votre champ de perspective sur de quelle façon je peux
stratégiquement, en termes de stratégie commerciale, de logistique, de RH, se dire voilà, comment j'embrasse peut-être ces deux territoires et surtout voilà, ayez en tête que c'est vraiment une interconnexion et ça se voit, donc le schéma est très clair sur ça. Donc n'hésitez pas à ouvrir vos champs des possibles et vraiment réfléchir sur une stratégie vraiment globale américaine, nord-américaine, je dirais. Et pour les 3-4 minutes qui nous restent, peut-être passer au slide suivant et partager des leçons qu'on a pu tirer en observant depuis quelques années, Isabelle comme moi, ce qui se passe dans l'Amérique du Nord. Mais globalement, je dirais, quelle que soit la taille de votre entreprise, il faut vraiment préparer. Donc, do your homework, ça c'est vraiment impératif pour justement posséder sa vision, qu'elle soit le plus claire possible, une stratégie claire, et ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas évoluer, mais elle est claire, elle est posée, elle est bien comprise, en interne comme en externe. Et après, avec Isabelle, on dit toujours qu'il y a des points qui sont non négociables. Alors évidemment, on a mis des guillemets, par définition, tout est négociable. Il y a des points non négociables en termes de les aborder. Ça ne veut pas dire qu'on a une réponse à tous les sujets. Mais en numéro 1, le management et les finances. Le management doit être expert et les finances plutôt avec une entreprise avec vraiment un esprit de résilience parce que je pense qu'on ne peut pas être aux États-Unis si on s'installe au Canada si on ne s'inscrit pas sur 3, 4, 5, 6 ans et avec une équipe et un management clair et une finance solide. C'est pour ça que je parle souvent de trésorerie saine parce que le succès sera plus long à atteindre et les dépenses sur le PNL prévisionnel, il y aura probablement la partie du compte 7 sera un peu moins qu'on imagine et la partie du compte 6 sera un peu plus importante qu'on imagine, notamment la première et la deuxième année. Et c'est pour ça qu'il faut être solide. Ensuite, la proposition de valeur, et là je vais faire très simple, ça doit être clair et simple à l'américaine avec le proof of concept. Pourquoi est-ce que votre proposition de valeur est pertinente? C'est prouvé, il y a des bénéfices, c'est mesuré et ça se dit en 10 slides. La confiance doit être forte avec évidemment les partenaires que vous avez, que ce soit fournisseurs, évidemment, vos partenaires financiers, ça va de soi. Et ça, c'est vraiment clé. Après, une fois qu'on est aux États-Unis, je pense que la chaîne de la valeur, mais c'est vrai aux États-Unis comme au Canada, et peut-être Isabelle, tu pourras rebondir sur ce sujet aussi, parce qu'on partage vraiment la vie, mais la chaîne de la valeur, il faut vraiment comprendre ces intermédiations en Amérique du Nord. Parce que la chaîne de la valeur de la distribution X ou Y, en France ou en Europe, elle n'est pas tout à fait la même aux États-Unis par la géographie, par les historiques, par la culture de business, etc. Donc, par la dose de tech qu'on peut y mettre, par le style de management. Et le go-to-market n'est pas un copier-coller d'ailleurs. D'ailleurs, c'est un copier d'ailleurs de nulle part. Il faut l'adapter à la situation et je trouve qu'en Amérique du Nord, il y a un vrai focus à faire sur cette chaîne de valeur pour que tout soit très clair. Les équipes nous semblent parfois pas assez informées de la stratégie quand il y a des équipes américaines qui parlent à l'Europe ou à la France et vice-versa. Les équipes françaises souvent ne sont pas assez au fait de ce qui se passe aux États-Unis. On voit souvent qu'il y a une forme de déficience d'information, pas une volonté, mais quelque chose qui n'est pas prévu vraiment dans le programme, si bien qu'on oublie de le dire, on oublie de dire l'évidence. Pourtant, pour embarquer dans un projet aussi structurant que de développer l'Amérique du Nord, il faut que tout le monde soit bien informé et sache qu'est-ce qui est fait, pourquoi, etc. Et enfin, j'ajouterais peut-être que juste en termes d'équipe, c'est important donner l'autonomie et la confiance aussi aux équipes locales. Peut-être de facto, la confiance ne crée pas toujours. On a besoin des fois d'un peu de contrôle, mais vraiment l'innovation, l'Amérique du Nord est un terreau d'innovation, que ce soit en process, en adaptation de produits de marché. Mais vraiment, faites confiance aux équipes et embarquez-les vraiment avec surtout et aussi des relais locaux qui vont vous permettre rapidement de connecter au marché vraiment des Canadiens au Canada et des Américains en fait aux US. Très important. Ok, peut-être pour finir, vraiment la clarté, le sens, la clarté de l'organisation, les buts, le why, le pourquoi une entreprise fait ça en Amérique du Nord. Je trouve que ça mérite vraiment de la clarté et une explication parce que souvent il y a des gaps qui amènent de l'inertie négative. Ensuite, je pense qu'il faut en permanence mesurer l'avancée du projet. C'est pour ça qu'il faut des métriques et des KPIs qui sont vraiment non négociables, y compris avec vos propres partenaires.
Après, c'est une culture d'affaires. Il n'y a pas de problème de dire à un partenaire américain ou canadien, l'objectif c'est 100, et puis on en rediscute dans 6 mois ou dans 1 an. Il faut vraiment être très clair sur les sujets. On pourrait peut-être passer au statut, peut-être pour conclure aussi, Isabelle, et je voulais juste rajouter que we are cousins, we are not brothers. Je le dis souvent, et c'est vrai, on a l'impression qu'on est frères parce qu'on vit un peu le même mode de vie, mais on est vraiment différents dans la manière de développer, de consommer, de manager, et ça, il faut vraiment garder en tête. Quelques petits conseils très rapidement. Donc, ayez du succès, implantez-vous. C'est vraiment depuis le début les valeurs et puis les missions en fait d'Altios, ouvrir. Ayez des relais. Alors, c'est des relais plus ou moins en fait différents. En fait, ça peut être effectivement d'avoir un relais sur place déjà, quelqu'un que vous recrutez localement qui a la culture, qui anime et qui commence à travailler effectivement les relais de commerciaux. Donc, effectivement, réfléchir US au Canada, comprendre aussi les avantages et puis aussi les lois fédérales et étatiques en termes de droit du travail et puis d'obligations aussi sociales. La partie contractuelle aussi, faire attention enfin, avoir tout en tête, se dire voilà mon employé, où est-ce que je le localise, où sont mes clients et qu'est-ce qui est le plus stratégique et remettre en question. C'est peut-être l'un ou l'autre des pays pour certains des types de fonctions. La filiale, pourquoi? C'est qu'à un moment donné, effectivement, on veut avoir une présence locale. Les clients souhaitent effectivement avoir un relais, pas plus qu'une personne, c'est vraiment l'identité locale et de plus en plus, ça va faire effectivement la différence. Le Made in US et Made in Canada, donc c'est vraiment d'être sur place. Préparer son budget, on disait avec Bertrand, encore plus au niveau des US aussi, peut-être que votre budget va être multiplié par 2, donc la trésorerie est très importante parce que vous aurez peut-être sous-estimé effectivement certains des coûts et des investissements aussi à faire. Mixer les talents, très très important, avoir vraiment des talents locaux et aussi de l'expertise qui viennent de votre filiale et aussi, je dirais, des opportunités incroyables de croissance externe aussi, de concentration aussi, de rachat d'entreprises qui seront aussi malheureusement aussi peut-être en difficulté sur l'Amérique du Nord. C'est aussi un terrain, beaucoup de petites PME, que ce soit aux US ou au Canada. Donc n'hésitez pas effectivement à avoir une présence clairement via une acquisition qui va vraiment booster votre implantation. Merci François, on était un petit peu long. Merci Bertrand, merci Isabelle. Il y a des questions qui arrivent, on vous les posera à la fin. Juste pour associer sur ce dernier point, Isabelle, en effet, les clignotants sont ouverts et Local First aux États-Unis, on le voit, nous, dans les dossiers qu'on peut traiter au niveau d'Altios, puisque grâce au LCL et au Crédit Agricole, on est en prise directe avec la réalité des PME ETI. La croissance externe, et aujourd'hui, on a fait un webinaire mardi sur la croissance externe en Europe, on pourrait faire le même sur les États-Unis, parce que sur la quarantaine de dossiers croissance externe ouverts chez Altios, sur de l'acquisition à l'international, small cap, entreprise de 5 à 10 millions de chiffre d'affaires et un sweet spot de 2 à 5 millions de valeurs, il y en a la moitié qui sont sur les États-Unis. Donc il y a bien une volonté aujourd'hui, et les entrepreneurs l'ont compris. Maintenant, la question, c'est comment fait-on pour réussir cette implantation locale? Et on va passer la parole du coup directement aux 2 entreprises témoins. Et je laisse Cédric le soin de les interviewer. À vous la parole. Oui, rebonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier de nouveau Antoine et Arnaud d'avoir été présents à cette invitation. Je vais juste rappeler vos fonctions en préambule. Donc, Antoine, vous êtes vice-président finance et responsable IT de Biotech Dental, qui est basé à Salon de Provence, et Arnaud Danel, qui est CFO de Delta Plus, qui est basé à Apt. Je crois qu'on a surtout la chance avec vous d'avoir 2 expériences qui sont complètement complémentaires, puisque Delta Plus est implanté en Amérique du Nord depuis maintenant de nombreuses années et que l'expérience de Biotech est un peu plus récente aux États-Unis. Donc, on va découvrir votre vision des choses en fonction de cette expérience qui est différente. On va commencer d'ailleurs avec vous, Antoine. Je vais vous laisser présenter Biotech en quelques mots et je vais enchaîner sur quelques questions ensuite. Parfait. Bonjour à tous. Merci Cédric. Donc effectivement, pour présenter Biotech Dental, donc on est une entreprise basée à Salon de Provence, créée depuis 1987.
Notre patron dit qu'on est une vieille start-up. C'est souvent ce qu'il aime dire de nous. Aujourd'hui, on fait un peu plus de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a eu relativement de la chance par rapport à l'impact Covid. On a fait une année flat par rapport à 2019. Historiquement, on fait toujours une croissance à 2 chiffres chaque année. Et on a été assez impacté l'année dernière par la fermeture des cabinets dentaires pendant 45 jours, du coup, pendant le premier confinement qui a eu lieu entre mars et avril. On est très présent à l'international aujourd'hui, donc on a une trentaine de filiales dans le groupe, dont une dizaine à l'étranger, qui sont des filiales de distribution. Donc on est présent essentiellement en Europe, en Italie, en Espagne et au Portugal. On est un petit peu présent au Maghreb avec une filiale marocaine et on est également présent en Asie avec une filiale au Vietnam. Et c'est vrai qu'on rêvait depuis de très nombreuses années d'avoir un pied aux États-Unis et on y reviendra un petit peu après avec Cédric. Historiquement, notre métier, c'est de vendre de l'implant dentaire. Donc on est sur le secteur du dispositif médical qui est un point essentiel lorsqu'on cherche à s'implanter aux États-Unis parce que le dispositif médical, vous devez passer devant la fameuse Food and Drug Administration, donc la fameuse FDA, qui est extrêmement contraignante en termes de réglementation et d'approbation pour distribution sur le marché. Donc ça, j'y reviendrai également plus tard. Donc voilà, comme je le disais, historiquement, on est un vendeur d'implants. On a intégré un producteur d'implants dans notre groupe il y a quelques années, donc on a verticalisé la filière implantaire. Et depuis, on est en train de s'horizontaliser, donc on a développé de nouveaux produits qui sont complémentaires à l'implant. Donc on a développé une marque d'aligneur invisible. Donc je pense qu'autour de ce webinaire, autour de cette table virtuelle, beaucoup de gens ont eu des bagues dans leur vie. Et bon, aujourd'hui, les bagues, c'est complètement has-been. Et aujourd'hui, ce sont les aligneurs invisibles qui font foi et qui dictent le marché. Donc nous, on est l'une des plus grosses marques en France d'orthodontie invisible et on a des grosses perspectives aux États-Unis où là, c'est un marché qui est quasiment en situation monopolistique avec une énorme entreprise voilà, qui s'appelle Align Technologies, marque Invisalign, voilà, une des très belles valorisations du Nasdaq. C'est un peu plus de 40 milliards de dollars de valorisation pour les aficionados des valorisations et du Nasdaq. Et on développe également d'autres produits complémentaires, donc un scanner intraoral qui est le substitut à la prise d'empreinte au plâtre. Voilà, vous êtes tous allés chez le dentiste, vous avez tous fait cette désagréable expérience d'avoir un moule dans la bouche. Voilà, donc c'est pas très confortable. Et aujourd'hui, il y a des substituts qui existent. Donc, ce sont des scanners intraorales. C'est grosso modo une petite brosse à dents avec des capteurs sous la forme de caméra qui scannent l'intérieur de la bouche et qui permettent de prendre l'empreinte dentaire. Voilà pour les grandes gammes qu'on distribue. En termes d'internationalisation, on distribue soit au travers de distributeurs, soit au travers de filiales qui sont historiquement d'anciens distributeurs qui ont très bien fonctionné, que l'on a filialisé. Donc ça, c'est un peu notre stratégie d'expansion à l'international. On a récemment mené une acquisition en Espagne d'un distributeur de logiciels qui s'appelle Nemotech. Donc ça, c'est vraiment dernièrement la plus grosse acquisition qu'on avait pu faire à l'international. Et là, dernièrement, donc, on a fait l'acquisition du dernier distributeur d'implants indépendants aux États-Unis. Donc cette acquisition a eu lieu tout début 2021, donc le 5 janvier pour être très exact. Donc nous sommes un peu des rookies sur le marché américain. On y reviendra par la suite. Les valeurs qu'on défend et qu'on utilise du coup pour nous vendre aux États-Unis, donc c'est un sourire pour tous, mais à prix juste, et la qualité du made in France. Et également le sourire chic à la française. Donc ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc voilà pour la présentation de Biotech. Alors justement, Antoine, vous allez pouvoir y revenir tout de suite. Sur les États-Unis, en fait, sont le premier marché des implants dentaires. Quels atouts vous avez valorisés en tant que nouvel entrant français? Qu'est-ce que vous avez fait valoir? Vous avez commencé à aborder le sujet, mais si vous pouvez développer un petit peu. Alors, on a la chance d'être un petit pays, mais avec une renommée mondiale. Et alors,
c'est peut-être un peu bateau ce que je vais dire, mais il y a vraiment du glamour et du chic autour de la France et de certaines marques que je vais citer, que vous connaissez très très bien. Donc, les boursiers-coteurs les appellent les calls aujourd'hui. Voilà, vous prenez du Kering, de l'Hermès, du L'Oréal ou du LVMH. Ce sont des marques de luxe, ce sont des marques prestigieuses. Et en fait, nous, ce qu'on a voulu recréer au niveau du sourire et de la dentisterie, c'est le luxe glamour à la française. Donc, c'est aujourd'hui ça qu'on vend. Nous, on essaie de capitaliser sur l'excellence française, la qualité du Made in France, le French Smile. Et c'est bien entendu localement, parce que c'est vrai que la France est assez respectée, je trouve, sur les domaines, on va dire, médicaux aux États-Unis. Et nous, on essaie de croiser à la fois ce savoir-faire scientifique, médical, et le côté glamour, et donc de capitaliser sur certaines marques comme Kering, etc. Donc voilà, nous, on vend une image très chic, avec à la fois un savoir-faire vraiment de pointe. Donc le fameux Made in France, c'est l'une de nos valeurs les plus profondes. 100% de notre production est opérée en France, donc c'est un gage de qualité pour nos clients américains. Sachant que, comme vous l'avez dit, Cédric, effectivement, c'est le plus grand marché dentaire du monde, les États-Unis. Donc on y trouve de tout. On y trouve des marques américaines très fortes, Nobel pour ne pas le citer. On y trouve également le leader mondial de l'implant qui s'appelle Straumann, qui est suisse. Donc là où on est vraiment dans un positionnement haut de gamme, luxe, avec des prix pratiqués très importants, en très haute fourchette. Et nous, en fait, on s'est très bien positionné avec des produits de qualité, mais dans une logique fair price. Et ça vient clairement dénoter avec des marques qui ont pénétré le marché US avec une logique très low cost, donc des marques brésiliennes, également des marques chinoises. Donc nous, on a vraiment su trouver ce juste milieu entre le glamour, le chic, mais aussi des produits de qualité à un prix juste. Et donc ça, c'est très important pour nous. Donc voilà, je pense qu'en tant qu'entreprise française, il faut savoir capitaliser sur l'image de marque de la France. Il faut aussi savoir capitaliser sur le fait que dans le monde entier, nos chercheurs et nos ingénieurs sont reconnus. Alors, malheureusement, ils ne sont peut-être pas suffisamment reconnus en France, c'est pour ça qu'énormément partent à l'étranger. Donc, allez, à titre d'exemple, le fondateur de Moderna, qui est donc l'une des entreprises qui a développé si rapidement le vaccin pour Covid, c'est un Français. Donc, on a vraiment une empreinte au niveau de l'ingénierie, au niveau du savoir-faire scientifique qui est très importante. Donc ça, il faut savoir le valoriser également. Voilà, dernièrement, on a l'université Paris-Saclay qui a été élue première université en termes de savoir-faire sur les mathématiques. Donc on a beaucoup de choses à faire valoir en tant que Français aux États-Unis. Donc voilà ce qu'on valorise en synthèse, le luxe, le glamour et la qualité du Made in France. D'accord. Et donc, sur l'aspect culturel nord-américain, on comprend que vous avez adapté votre marketing, mais comment vous avez aussi adapté votre management RH? Est-ce que vous pouvez nous donner des guidance et nous dire comment vous avez procédé pour vous adapter à toutes ces spécificités? Alors, j'ai beaucoup aimé du coup, une des phrases qui étaient prononcées jusqu'à présent, où nous sommes, bon, je vais le dire en français, mais nous sommes cousins, mais pas frères, et c'est extrêmement vrai. Donc, on n'a pas encore un recul énorme, et c'est vrai que pour le moment, les équipes américaines, donc de la filiale américaine, sont toutes des Américains de naissance. On n'a pas encore envoyé un Français sur place. Bon, aussi pour des raisons, voilà, pour des raisons sanitaires, et dernièrement, c'était assez compliqué de voyager aux États-Unis et même d'envoyer quelqu'un là-bas. Mais d'un point de vue culturel, je dirais que l'adaptation, elle a été assez facile pour nous parce que c'est vrai que nous, en fait, en tant que bibliothèque dentale, on est une entreprise assez disruptive, notamment sur le digital. Voilà, le scanner intraoral dont je parlais tout à l'heure, ou même la technologie de l'orthodontie invisible sont des produits qui sont éminemment ancrés dans le digital. Et c'est vrai que les Américains sont extrêmement sensibles à ces produits-là, à ces services-là.
Donc, au niveau de la force de vente, il y a un enthousiasme extrêmement fort par rapport aux différents produits que nous, on propose. Nous, ce qu'on perçoit, c'est qu'ils ont un vrai esprit d'initiative et un vrai sens du time to market. On a peut-être un peu moins en France, on est peut-être un peu plus peureux, entre guillemets. Donc, si je dois mettre en opposition peut-être un commercial français et un commercial américain, le commercial français, il va vouloir sûrement maîtriser 99,9% du produit et des spécificités techniques avant d'aller en face d'un client. Donc, ça a des avantages et des inconvénients. Un commercial américain, il va tout de suite vouloir foncer. C'est vraiment des fonceurs, donc il faut trouver un juste équilibre entre ne pas les brider parce qu'ils ont vraiment cette appétence de fonceurs, et je pense que ça fait vraiment un cercle vertueux quand on mêle des Français et des Américains sur le business. Donc, ne pas les brider, mais faire attention à ce que, notamment les commerciaux, maîtrisent très bien les produits qui sont conçus du coup par le groupe. Avant d'aller devant un client, il ne faut pas hésiter à faire des piqûres de rappel, voilà, des questionnaires réguliers pour vérifier que les compétences techniques sont bien maîtrisées. Après, sur l'adaptation culturelle, voilà, ça se passe très bien. C'est pas évident de faire une acquisition en contexte pandémique et à des moments où on ne peut pas forcément voyager. On a énormément travaillé avec eux par visio, mais eux sont vraiment coutumiers de ces interactions-là. Le territoire américain est tellement grand que voilà, se déplacer d'une ville à l'autre, c'est pas toujours aussi évident qu'en France, qui est un pays qui à côté. Donc globalement, d'un point de vue culturel, j'ai pas grand-chose à signaler à part le fait qu'il ne faut pas forcément les brider et faire attention à ce qu'ils maîtrisent bien le fond des spécificités des produits qu'ils doivent vendre. D'accord, merci. Sur la partie croissance aux États-Unis, donc on a vu le business est revenu as usual et on attend un fort dynamisme économique. Enfin, on ne l'attend pas, il est déjà là. Qu'est-ce que vous attendez, vous, biotech, en termes de relais de croissance aux US? Quelles sont vos ambitions? Alors, nous, on est vraiment dans un contexte assez particulier parce que c'est vrai que l'année 2020 n'a pas été aussi compliquée que beaucoup d'entreprises en France. Voilà, comme je le disais, on a fait une année, on a fait une année flat, et là, le début d'année est absolument exceptionnel. Donc, nous, en fait, comme je le disais, on est extrêmement novateur en termes de proposition de services, en termes de valeur ajoutée, et on est très disruptif au niveau de la dentisterie. Donc, nous, on prône le digital, ce qui parfois vient un peu perturber les pratiques de nos clients en Europe. Donc, la vieille Europe, comme on l'appelle, avec des pratiques très ancrées, très traditionnelles. Je prends l'exemple de l'empreinte au plâtre. Aujourd'hui, si vous prenez le scanner intraoral qui est censé et qui doit à terme complètement remplacer les empreintes au plâtre, vous avez un taux de pénétration supérieur à 20% aux États-Unis. En Europe, on est entre 5 et 10% en fonction des pays. Donc, nous, au final, ce qu'on attend du marché américain, c'est surtout de réaliser les succès commerciaux qui prennent un peu de temps en Europe, notamment sur tous les services digitaux que nous, on vend. Voilà, on a besoin, je pense, en quelque sorte, de légitimer nos services commerciaux sur un marché qui structurellement est appétant à l'utilisation du digital, donc au travers du marché américain, pour après peut-être revenir vers nos clients européens en leur disant, regardez, nos produits sont digitaux, ils sont bulletproof, ils fonctionnent très bien sur le plus grand marché du monde. Donc, c'est un peu un proof of concept grandeur nature pour nous, sur tous nos services novateurs. Après également, en termes de relais de croissance, ce qu'on attend, c'est les équipes avec lesquelles on travaille au niveau de notre filiale ont vraiment un historique très important du marché américain. Et le marché américain, c'est vraiment un marché d'innovation. Donc, on attend aussi d'avoir un boost au niveau de la R&D produits et du développement de nouveaux services. Donc, c'est un peu le laboratoire du monde au niveau de la dentisterie des États-Unis. Donc, on attend un peu ce retour d'expérience-là pour continuer à développer nos produits, pour ensuite voilà, être plus performants en Europe également.
Voilà, donc en synthèse, pas forcément une attente de rebond, mais plus une attente de confirmer que nos produits sont pertinents, alors qu'ils sont très disruptifs pour nos clients européens. D'accord, je pense que c'est très clair. Peut-être une dernière question sur les aspects réglementaires, bancaires, puisqu'on y est, et logistiques. Est-ce que vous avez tiré des enseignements ou des pratiques à partager avec nos auditeurs? Oui, tout à fait. Alors, bon, je rappelle qu'on est sur du dispositif médical, donc c'est vraiment extrêmement particulier en termes d'autorisation de distribution. La FDA, c'est pas n'importe quoi, donc si vous êtes autour de cette table numérique, vendeur de logiciels ou quoi que ce soit, n'écoutez pas ce que je vais dire, vous prendriez peur pour rien. Donc voilà, nous on est sur le dispositif médical, on est certifié CE, on a des équipes performantes, ça fait plusieurs années qu'on est certifié CE. On a planté les premiers jalons de ce projet américain, on a commencé à regarder ce qu'il était nécessaire de prouver à la FDA. On avait rêvé de pouvoir capitaliser sur notre certificat CE, absolument pas. Vous pouvez être certifié en Chine, en Europe, sur une autre planète. Vous n'êtes rien aux États-Unis si vous n'avez pas passé la FDA. Donc ça, c'est un acquis. Voilà, ça, il faut vraiment le graver le graver. C'est vraiment la FDA, c'est le plus gros obstacle qu'on ait rencontré pour le moment. Donc la démarche, elle est simple, elle se fait en 3 temps. Donc dans un premier temps, on doit s'enregistrer auprès de la FDA comme, on va dire, comme futur distributeur. On doit préparer la documentation. Donc nous, en fait, on a soumis un dossier 15K. Vous avez plusieurs dossiers en fait d'approbation et pour déployer un produit aux États-Unis. Donc nous, on est passé par un 15K. Et après, il faut que la FDA prenne le temps d'étudier le dossier. Donc là, on est dans une phase extrêmement cruelle d'attente. Donc, les conseils que je peux donner, peut-être le retour d'expérience un peu précis que je peux faire sur cette démarche, c'est que déjà, vous devez vous enregistrer localement. Donc, il faut trouver un partenaire de confiance qui va servir d'US Agent. Quand on est en France, quand on est en Europe, trouver un partenaire de confiance, c'est parfois extrêmement compliqué. Donc, n'hésitez pas à vous faire entourer, à passer par les chambres de commerce, par les pôles de compétitivité qui, eux, ont vraiment des points d'ancrage parfois locaux très forts et qui ont des contacts pertinents. Voilà, ne vous contentez pas d'une recherche au Google, il faut que vous rencontriez du monde pour trouver le bon partenaire. Donc ça, c'est pour trouver l'US Agent très important de prendre des avis de gens qui connaissent bien ces problématiques-là. Ensuite, donc, sur la constitution du dossier et toutes les pièces réglementaires qui permettent à la FDA d'étudier votre dossier. Donc, nous, sur simplement une gamme d'implants, donc qui est un produit stérile, donc c'est le pire en fait, parce que c'est du médical et c'est du stérile. Et en plus, ce sont des dispositifs qui sont implantés dans le c'est un dossier de 950 pages. Donc ça, c'est pour donner une idée voilà, du volume d'informations qu'il faut donner. Donc, en moyenne, la rédaction d'un dossier 15K, c'est 9 à 12 mois pour le premier dossier sur du stérile, 6 à 9 mois pour le premier dossier sur du non stérile. Sachant qu'il y a une vraie learning curve, une courbe d'apprentissage pour les équipes réglementaires. Elles ont beau être expertes sur la certification CE, c'est tout à fait neuf de passer devant la FDA. Autre point important sur la rédaction de ce dossier, il faut être accompagné par des consultants locaux. Et là, vous êtes clairement tributaire, excusez-moi, de la qualité de ce partenaire local. Vous vous trompez de consultant, vous perdez de l'argent et du temps. Donc, là aussi, prenez des avis auprès des pôles de compétitivité, des chambres de commerce. Associez-vous à quelqu'un qui est digne de confiance. Nous, ça a été un de nos problèmes. On a mis beaucoup de temps à trouver le rythme de croisière avec notre consultant, nos consultants, et c'est vrai qu'on a perdu quelques mois à cause de ça. Donc voilà, pour revenir sur les timings, prévoyez entre 9 et 12 mois pour le premier dossier, autour de 6 mois pour les autres dossiers. Donc une fois que vous avez trouvé votre rythme de croisière au niveau des équipes réglementaires, prévoyez également
au moins un ETP sur ces 9 à 12 mois pour préparer le dossier. Donc ça, ce sont tout autant de coûts cachés auxquels il faut être vigilant. Et donc après, vraiment sur la partie budgétaire, donc sur les frais d'enregistrement, c'est pas très cher, c'est 6 000 $. Sur la soumission d'un dossier 15K, vous payez 12 000 $. Et donc après, voilà, par gamme que vous soumettez à la FDA, il faut compter environ entre 50 et 70 000 $ de frais de consulting, plus voilà, l'ETP d'un chargé de qualité. Donc voilà, pour vous donner un abac, il faut à peu près 1 an de travail avant de mettre un dispositif médical stérile sur le marché, environ 150 000 €. Je parle bien d'une gamme. Après, il faut rajouter les coûts inhérents au déploiement d'autres gammes. Donc voilà, sur la FDA, j'espère ne pas avoir découragé tout le monde, mais ça vaut le coup parce qu'après, les perspectives business sont extraordinaires. Et qu'avec de la méthode et des bons partenaires, on y arrive sans problème. Sur l'importation, je vais commencer par une anecdote d'un de nos collaborateurs dont le cousin a déménagé aux États-Unis et en fait, il est parti de France avec tous ses meubles, il a tout mis dans un container et il devait recevoir ses meubles aux États-Unis dans ce container et en fait, ces meubles ont été bloqués 3 mois à la frontière. Pourquoi? Parce que dans ce container, il a mis sa tondeuse à gazon et dans cette tondeuse à gazon s'est développée toute une petite population d'escargots. Et donc, en fait, sur le territoire américain, vous ne pouvez rien faire entrer de vivant. Donc, ça n'a rien à voir avec le dispositif médical, mais ça vous montre à quel point le passage de la douane, le premier passage est fondamental et qu'il faut faire extrêmement attention à être bien en règle, parce que dès lors, à partir du moment où vous rentrez pour la première fois, vous faites rentrer pour la première fois vos produits sur le sol US, vous avez des contrôles extrêmement pointus. Et si vous vous trompez de numéro, de formulaire, de quoi que ce soit, votre marchandise, elle est bloquée pour plusieurs semaines. Donc, à noter, ne faites jamais un premier envoi qui contient énormément de marchandises. Voilà, n'immobilisez pas trop de stock sur ce premier envoi, parce que si vous vous ratez, voilà, c'est autant de marchandises qui est immobilisé, et donc voilà, c'est beaucoup de cash qui est frisé pour rien. Donc ça, faites attention. Prenez le temps de faire un premier envoi, un peu proof of concept, et après, allez-y. Une fois que vous avez passé le premier contrôle, tout va bien. Y aller piano. Sur la banque, bon, là, il n'y a rien de particulier. Le point complexe, c'est d'obtenir un EIN. C'est un numéro d'identification fiscale. Donc, c'est un peu une sorte d'identifiant unique pour toute entreprise qui veut ouvrir un compte bancaire aux États-Unis. Donc là, dernièrement, il faut compter 1 à 2 mois pour obtenir ce fameux EIN. Sans EIN, on n'ouvre pas de compte bancaire. Donc voilà, ne lancez pas un business en vous disant que vous allez avoir day one un compte bancaire. Prévoyez sur votre feuille de route, sur votre rétro-planning, ces phases d'obtention de l'EIN. Ça me semble essentiel. Voilà, donc là, c'était très opérationnel, je m'en excuse, mais je pense que ça pourra peut-être orienter quelques personnes dans cette table numérique. Et j'en ai terminé sur ce petit retour d'expérience. Très bien, merci beaucoup Antoine. Peut-être dans la liste des entités qui sont susceptibles de vous accompagner efficacement aux États-Unis, je me permettrai juste de rajouter Altios, qui organise la conférence. Merci beaucoup, en tout cas, encore une fois, pour ce témoignage et on vous souhaite bonne chance pour la poursuite de votre développement aux États-Unis. Arnaud, on va pouvoir aborder l'expérience Delta Plus aux États-Unis. Delta Plus qui est notre champion local à Apt, que j'ai le privilège de suivre. Je vais vous laisser présenter cette très belle société et son implantation récente, enfin pas récente d'ailleurs. Enfin, il y en a une acquisition récente, mais l'expérience date de beaucoup plus longtemps. Ouais, c'est ça. Merci Cédric. Effectivement, Delta Plus Group est une société qui intervient sur le marché des équipements de protection individuelle. Donc, la société a été fondée en 1977, quasiment 45 ans maintenant, à Apt, dans le Luberon, entre Aix-en-Provence et Avignon, par Jacques Benoît, qui au départ a été importateur d'équipements de protection, chaussures, gants, vêtements de travail, à destination du marché
d'Europe de l'Ouest et du Sud, et puis progressivement a étendu son modèle sur l'Europe de l'Est, jusqu'à arriver à la fin des années 90 à une volonté à la fois de devenir non seulement importateur mais également fabricant, et puis à la fois de devenir non seulement un acteur européen mais aussi un acteur mondial, avec notamment un certain nombre de pays qui s'ouvraient à une réglementation sur la protection au travail, puisque notre rôle, c'est vraiment de protéger l'homme sur son lieu de travail, des pieds à la tête, avec une gamme de produits qui est répartie en 5 familles et qui permet de couvrir à la fois les pieds avec les chaussures de sécurité, le corps avec les vêtements de travail, que ce soit des vêtements haute visibilité, vêtements chauds, vêtements de pluie, les mains à travers une gamme de gants assez complète, et puis la protection de la tête avec tout ce qui est casque, protection auditive, protection respiratoire et les lunettes, et la protection enfin anti-chute qui permet à l'utilisateur qui travaille en hauteur d'éviter le risque de chute avec à la fois des harnais, mais aussi depuis quelques années l'équipement des bâtiments avec des garde-corps, des escaliers d'accès, etc. Donc une activité assez normée, orientée sur 5 familles. On est un des rares acteurs dans le monde à être justement présent sur ces 5 familles de produits. On a réalisé l'an dernier presque 290 millions d'euros, un chiffre d'affaires en croissance de 10% par rapport à 2019, notamment grâce au fait que certains de nos produits ont pu être utilisés pour lutter contre le virus, notamment les masques dont on a beaucoup parlé l'an dernier. Et on ambitionne pour 2021 une croissance entre 15 et 20% de notre chiffre d'affaires, donc qui nous amènerait proche des 340 millions d'euros, grâce notamment à l'apport d'acquisitions qu'on a finalisées récemment, et notamment la principale d'entre elles aux États-Unis, comme vous l'avez rappelé, Cédric. On vend essentiellement, nous, à des distributeurs qui ensuite vendent aux artisans, aux sociétés qui les utilisent pour leurs salariés. Et on emploie à peu près 3000 personnes dans le groupe à travers un réseau de 50 filiales réparties équitablement entre Europe et hors Europe, puisqu'on réalise 50% de notre chiffre d'affaires en Europe et 50% en dehors, majoritairement sur des pays émergents qui ont été un gros relais de croissance pour nous ces dernières années. Voilà, on a aujourd'hui 15 usines dans le monde. On a 1500 produits à notre catalogue, avec une fois qu'on les décline en couleur, en taille, ça représente 8000 références produits, donc un catalogue assez large de produits et de solutions. Et on était jusqu'à présent donc absent, jusqu'en 2015, on a été absent du marché nord-américain puisqu'on était exclusivement européen et essentiellement asiatique, Moyen-Orient et Amérique du Sud, qui étaient nos principaux axes de développement au cours des années 2005 aux années 2015, on va dire. Et on est donc présent désormais sur le marché nord-américain depuis 2015 à travers maintenant 3 implantations. Très bien. Alors justement, vous avez la culture internationale fait partie de l'ADN de Delta Plus. Pourquoi avoir privilégié une implantation par croissance externe et non pas croissance organique? Alors effectivement, dans notre modèle de développement, on a deux options. Soit on peut rentrer dans un pays à travers une création de nouvelles filiales. C'est ce qu'on a fait essentiellement dans des pays plutôt émergents, sur lesquels les normes étaient en train de se mettre en place, sur lesquels il y avait assez peu d'acteurs encore présents. Et donc on a fait ça par exemple au Pérou, on a fait ça en Ukraine en 2008, en Russie également en 2015. Donc là, l'idée, c'est de mettre en place un stock local, une équipe locale, effectivement d'ouvrir une filiale. On l'a fait en Turquie en 2013 également. Soit l'autre axe de développement est de rentrer sur un pays à travers une croissance externe. C'est notamment ce qu'on privilégie quand on rentre sur un marché qui est beaucoup plus mature, qui est déjà structuré, avec une concurrence forte et sur lesquels on estime qu'il sera difficile, en partant de zéro, de pouvoir se faire une place parmi tous ses concurrents. Et effectivement, aux États-Unis, alors déjà, on a eu effectivement en tant que Français toujours un petit complexe d'aller se frotter aux Américains, notamment aux gros leaders américains, puisque nous, notre marché est quand même dominé par des gros acteurs américains, notamment 3M qui est le leader mondial et Honeywell qui est le numéro 2. C'est un marché très important aussi pour nous parce que on estime que sur le marché des équipements de protection individuelle dans le monde, qui représente un peu plus de 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires, les États-Unis représentent un tiers. Donc un tiers Europe, un tiers Amérique du Nord au sens large et un tiers sur les autres pays. Et donc c'est vrai que pour attaquer ce marché-là, on a voulu au départ être assez humble, on va dire, puisqu'on n'était pas convaincu que nos produits puissent vraiment
faire une percée sur un marché aussi concurrentiel que celui-là. Donc on a décidé de rentrer plutôt par une croissance externe qui nous permettait d'acquérir un acteur qui était déjà connu sur le marché. Alors on a ciblé plutôt une société qui était sur une niche, la lunette de sécurité en l'occurrence, plutôt haut de gamme. Et donc on a fait l'acquisition de cet acteur qui faisait à l'époque environ un peu plus de 10 millions de dollars de chiffre d'affaires, qui nous a permis de mettre un premier pied. En plus, on ne l'a pas acquise à 100% au départ, on l'a acquise à 50% avec une option d'achat exerçable quelques années plus tard. Voilà, de manière à se donner un peu de temps sur un marché qui était vraiment stratégique pour nous, mais sur lequel on ne voulait pas forcément brûler les étapes, étant très peu coutumier voilà, du mode de fonctionnement de ce marché-là. L'idée, c'était d'éviter les écueils, en tout cas de prendre un risque relativement limité sur cette première acquisition, et puis de confirmer notre intérêt et notre volonté d'aller plus loin et d'investir davantage, ce qu'on a concrétisé quelques années plus tard, puisqu'on a fait depuis 2 acquisitions sur ce marché. Alors déjà, on a concrétisé notre premier investissement en prenant 100% du capital 3 ans plus tard, donc en 2018. Et la même année, on a effectué une deuxième acquisition, cette fois-ci au Canada, une société basée à Toronto, en franchissant un cap supplémentaire, parce que la première acquisition était une acquisition d'une société qui ne fabriquait pas aux États-Unis, mais qui avait malgré tout la renommée d'une marque américaine, sur laquelle du coup on a pu greffer un certain nombre d'autres familles de produits du groupe, pour le coup, en touchant du coup l'ensemble des clients historiques de cette première filiale. Et avec le Canada, on a franchi un cap supplémentaire en rachetant une société qui faisait également de la production locale, donc Made in Canada, à la fois dans les casques et dans les gants, ce qui nous a permis aussi en termes de famille de produits de compléter un peu notre gamme locale nord-américaine, en dehors des produits Delta Plus qu'on avait intégrés auparavant. Et puis donc on a confirmé et même accéléré fortement, puisqu'on a acquis en 2020, en décembre 2020, donc quelques jours avant l'entreprise qui témoignait précédemment, une société à Atlanta qui, elle, est beaucoup plus importante pour nous. C'est notre plus grosse acquisition historiquement, société qui fait 30 millions de dollars de chiffre d'affaires, qui, elle, produit principalement aux États-Unis et qui du coup a une couverture beaucoup plus importante et qui nous permet là pour le coup de mettre en place dans les mois qui viennent un certain nombre de synergies à la fois commerciales au niveau produit et d'avoir une reconnaissance sur le marché qui soit beaucoup plus importante que celle qu'on avait jusqu'à présent, puisqu'on devrait terminer du coup l'année 2021 avec un chiffre d'affaires nord-américain proche des 50 millions, voire entre 50 et 55 millions de dollars, ce qui devrait représenter du coup 15% de notre chiffre d'affaires consolidé sur une activité qui était inexistante pour nous encore il y a 5 ans de cela. Alors justement, quel retour d'expérience vous feriez de toute cette expérience justement? Alors je rejoins ce que disait Bertrand Girard et puis ce que disait ensuite Antoine, c'est qu'effectivement on peut s'attendre en tant qu'Européen à aller aux États-Unis et effectivement avoir un mode de fonctionnement assez similaire et une culture assez similaire. En fait, il n'en est rien et parfois même il y a une culture assez différente, encore plus différente qu'avec certains autres pays plus éloignés de notre culture européenne. Généralement, on s'en rend compte assez vite quand on commence les due diligence parce qu'on voit assez rapidement que même si on a cette image en fait d'un pays où tout est un peu plus simple, je dirais que ce qui peut se passer aux États-Unis, en Europe, pardon. Finalement, il y a beaucoup de spécificités. Le fait qu'on travaille, que les sociétés auxquelles on s'intéresse travaillent dans différents États, sur un plan juridique, par exemple, sur un plan également fiscal, c'est effectivement, on a pas mal de spécificités par État, et donc ça démultiplie un peu la complexité et la compréhension qu'il faut en avoir avant de pouvoir mettre les pieds aux États-Unis. Autre grosse différence, mais ça je pense que c'est plutôt dépendant du secteur d'activité, mais malgré tout il doit quand même y avoir un facteur commun à l'ensemble des activités, c'est le fait que c'est un pays très grand, très vaste, et que la structure commerciale ou les réseaux commerciaux sont assez différents de ceux qu'on peut connaître en Europe. Notamment nous ici, on a des filiales avec nos propres commerciaux qui ont chacun des zones géographiques qui sont assez, je dirais, restreintes.
ben, effectivement, là-bas, c'est très compliqué de couvrir l'intégralité du territoire américain avec une équipe en interne. Donc, il y a le recours à des agents commerciaux, à des sociétés d'agents commerciaux qui vont permettre de distribuer les produits dans différents territoires assez éloignés. Ça pose pas mal de problèmes aussi au niveau de la logistique, puisque quand on a notamment un engagement comme c'est le nôtre de livrer les produits aux clients dans un délai assez court, ben, il faut avoir une logistique qui soit aussi adaptée à l'ambition de couvrir une grande partie des États-Unis. Donc voilà, notre parti pris, nous, ça a été quand même de commencer au départ, malgré tout, sur les territoires historiques, donc plutôt côte Est, sur la première acquisition qu'on a faite. Avec la deuxième acquisition qu'on vient de réaliser, on va pouvoir, à partir d'Atlanta, avoir un spectre de couverture un peu plus large, mais c'est vrai que c'est une différence à prendre en compte et du coup bien aborder le côté go-to-market, effectivement, structuration commerciale et culture client qui peut être assez différente de la nôtre. Et puis voilà, il y a quelques exemples ou quelques anecdotes. Si on prend nous notre marché, c'est vrai que sur les équipements de protection individuelle, aujourd'hui un artisan va aller chez son distributeur pour s'équiper des pieds à la tête. Aux États-Unis, il va le faire sur certaines familles de produits, des gants, des casques, un harnais par exemple. En revanche, les chaussures de sécurité ne se vendent pas chez les distributeurs. Vous avez aux États-Unis des petits camions, en fait, des shoe trucks qui tournent dans les entreprises, dans les zones industrielles et qui vendent des chaussures de sécurité. Donc, il faut en tenir compte aussi dans l'approche qu'on peut en avoir vis-à-vis de la distribution. Et puis également, il y a des différences culturelles en termes de protection au travail, c'est-à-dire que là où en Europe, c'est l'employeur qui est en charge de doter ses salariés d'équipements de protection individuelle, dans certaines entreprises aux États-Unis, il y a une dotation financière qui est donnée aux salariés qui va ensuite aller s'acheter ses propres équipements de protection. Donc, il y a une approche aussi en termes de B2B, B2B2C qui est à prendre en considération et qui n'est pas du tout les réflexes qu'on peut avoir en étant strictement européen. Donc voilà, et après je rejoins ce que disait également Antoine sur les normes. Alors on est beaucoup moins, les normes sont moins strictes que celles de Biotech Dental sur la FDA. On a également des normes qui, effectivement, si on est marquage CE, on ne peut pas passer aux États-Unis. Il faut repasser les normes. Alors, il y en a plusieurs par famille de produits. Il y a les normes NIOSH, les normes ANSI. En fonction des familles, vous allez postuler pour déposer votre dossier d'enregistrement. Et effectivement, de ce point de vue-là, c'est un barrage supplémentaire à passer, mais qui permet derrière d'ouvrir les portes du marché américain, qui est une énorme opportunité au niveau commercial. D'accord. On va finir peut-être par une question relative à la crise sanitaire et internationale et également tout l'aspect distanciel entraîné par cette crise. Quels enseignements avez-vous tiré de cette crise à court terme ou à moyen terme? Et ensuite, quel rebond attendez-vous? Et la même question que tout à l'heure d'ailleurs, quelles sont vos ambitions sur les États-Unis? Ouais. Alors effectivement, c'est compliqué avec cette crise qu'on a connue, l'impossibilité de voyager. Dans la première partie était évoqué de la présentation, a été évoqué le fait d'avoir des déplacements fréquents ou d'avoir des relais. Donc, on a eu la chance quand même, étant présent depuis 2015, d'avoir nous mis en place des relais depuis le siège pour avoir notamment 2 personnes qui sont installées dans notre filiale du Connecticut, l'une pour travailler justement sur l'aspect produit et l'autre sur l'aspect finance pour assurer et fonctions support au sens large pour assurer un reporting et un lien avec les différentes fonctions support du groupe. Donc on avait ces relais qui étaient présents et qui ont permis du coup de faire un lien au quotidien avec les équipes américaines. Malgré tout, voilà, en temps normal, ça nécessite de notre part quand même des déplacements assez fréquents, que ce soit de nous vers les États-Unis ou des équipes américaines ici en France. Donc, on a effectivement eu un petit peu une période un peu plus compliquée de ce point de vue-là, qui plus est avec un projet d'acquisition dans les tuyaux qui nous a amené à faire une grande partie du projet d'acquisition à distance également. Après, sur la résistance et la résilience du marché américain, ça a été globalement, comparativement au marché européen, un marché qui a été beaucoup moins impacté, en tout cas dans notre secteur d'activité, qu'il ne l'a été en France au moment des confinements, puisque les usines, les chantiers ont été globalement moins mis en sommeil, en tout cas pendant une moins longue durée qu'ils ne l'ont été en Europe.
À contrario, il y a eu un peu moins d'effet sur les produits Covid aussi, parce que c'est vrai que l'utilisation des masques, l'utilisation de la protection a peut-être été aussi un peu moins important qu'il ne l'a été sur les marchés européens. Donc au global, une très bonne résistance de ce marché pendant la période de la crise du Covid. On a des très bonnes perspectives pour l'instant. On est en croissance là sur 2021. Donc, comme je disais, on s'attend à une croissance globale sur notre marché sur notre société de 15 à 20% cette année. Les États-Unis sont un gros moteur de cette croissance. Ça a été évoqué en première partie également. Il y a des gros plans de relance avec notamment des infrastructures importantes qui vont être déployées aux États-Unis, plusieurs centaines de milliards destinés notamment à tout ce qui est infrastructures routières, autoroutières, etc. Des aéroports également qui vont être rénovés. Donc voilà, beaucoup de chantiers qui, pour nous, c'est un indicateur clairement très positif, puisque nos indicateurs, outre le GDP du pays, ça va être également les mises en chantier, l'emploi industriel, la construction. Et donc, c'est tout un tas de secteurs qui sont très consommateurs de nos produits. Donc voilà, on est très enthousiaste sur l'année qui vient et sur les prochaines années. On envisage effectivement que cette relance va être assez dynamique et va nous permettre de tirer parti de ces investissements qu'on a pu faire et qui devraient du coup nous ramener des points de croissance additionnels. Donc on est très satisfait de ce point de vue-là. Très bien. Bien, merci beaucoup Arnaud, et encore une fois félicitations à Delta Plus pour ces belles performances. Antoine et Arnaud, merci de nous avoir partagé vos expériences, c'était très instructif. Je repasse la parole à François pour merci, la suite. Merci beaucoup, merci Arnaud, et merci Antoine de montrer la voie aux ETI françaises et de prouver qu'il est possible de réussir sur cette zone Amérique du Nord en s'en donnant les moyens, en investissant de façon volontariste et méthodique. C'est des témoignages à la fois instructifs et très riches. Et je vais laisser la parole à Christine Adams pour clôturer ce webinaire, puisque qui dit croissance, qui dit reprise, qui dit rebond, dit financement, accompagnement bancaire. On a un peu évoqué ces sujets au fil de ces présentations. Christine, je te laisse la parole. Merci beaucoup, François. Bonjour à tous. Hello, everyone. C'est un plaisir pour moi de participer à ce webinaire. Pour me présenter brièvement, je suis Christine Adams, responsable International Desk Amérique du Nord. Je suis basée à New York au sein de la banque d'investissement du groupe qui s'appelle CACIB. Mais ma mission, c'est d'accompagner les clients du groupe, notamment ceux de LCL. Donc, je travaille souvent avec mes collègues de LCL pour soutenir nos clients start-up, PME, ETI aux États-Unis et au Canada, principalement sur le plan bancaire. Donc, je fais partie d'un réseau de 17 International Desks qui couvre plus de 90 pays. Et le but de ma présentation aujourd'hui, c'est de vous illustrer quelques exemples pragmatiques pour vous montrer un peu ce que fait le desk, des cas d'exemples typiques qui pourraient être pertinents pour vous quand vous allez vous lancer aux États-Unis. Donc, si je peux passer à la prochaine slide. Voilà, merci. Donc, le premier, en fait, vraiment le cœur du desk, ce sont les ouvertures de compte pour nos clients qui s'implantent sur le pays. Donc, vous avez entendu tout à l'heure de plusieurs speakers que c'est un marché très disparate. En fait, à cause de notre système fédéral, le marché bancaire en fait partie. On a à peu près 4900 banques qui sont, qui sont assurées par le Fed, en fait, par le gouvernement fédéral. Et donc, c'est un marché extrêmement disparate avec trois types de banques principales. Donc, il y a les grandes banques américaines qui sont des marques reconnues que vous reconnaissez, en fait, qui sont internationales. Il y a les banques régionales qui ont quand même des footprints assez importants, en fait, dans plusieurs États. Il y a aussi des toutes petites banques locales qui sont vraiment que quelques agences autour d'une ville. Je vous le cite parce que parfois, on a des contreparties américaines qui sont clients de ces petites banques locales parce qu'ils ont une excellente relation locale. Ce sont des banques qui sont peu connectées en fait, au réseau international et peu d'expérience à l'international. Il y a aussi, c'est un marché extrêmement réglementé. Il y a des vérifications approfondies sur tous les éléments de KYC, Know Your Customer, en particulier ce qui est non US. Donc, tout ce qui est, donc il y a peu de banques qui sont très intéressées à accepter de onboarder les clients, les nouveaux clients américains qui sont filiales des sociétés étrangères.
Donc, le message que je souhaite vous faire passer, c'est de faire vous accompagner par votre banquier LCL et le desk de bénéficier d'une introduction privilégiée auprès d'une banque américaine qui prend en compte votre historique de relation pour une ouverture à distance, parce qu'il y a peu de banques qui acceptent d'ouvrir les comptes à distance. En fait, depuis la France, ils préfèrent plutôt de vous rencontrer le signataire face-to-face, et aussi de pouvoir le gérer à distance. Parce qu'en fait, vous allez avoir peut-être un commercial sur place, mais vous souhaitez peut-être plutôt gérer depuis l'équipe financière en France. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait gérable via nos introductions auprès des banques commerciales locales. Parce qu'à savoir que moi, je suis basée au sein de CACIB. CACIB n'est pas une banque commerciale, n'ouvre pas de compte et ne fait pas de cash management. Donc du coup, on accompagne nos clients auprès des banques partenaires de privilèges. Un exemple que je voulais vous évoquer, c'est un client de LCL Paris Grand Ouest, une ETI dans l'emballage et logistique, qui a gagné quand même un contrat assez important aux États-Unis de plusieurs millions de dollars. Donc, il fallait créer une société sur la côte Est. Et ensuite, c'est nous qui avons en fait conseiller le client, c'est les particuliers bancaires locaux. Donc, toute la démarche à faire, le checklist à donner. Et de fait, effectivement, qu'il n'y a pas besoin de compte dépôt de capital. Vous créez la société, vous obtenez le EIN que vous avez entendu parler tout à l'heure. Effectivement, c'est la dernière chose qui arrive après la création de société, parce qu'aucune banque va ouvrir un compte sans avoir ce fameux EIN. Et puis aussi, on a conseillé sur les moyens de paiement. Il y a par exemple le ACH, le Automated Clearinghouse, qui est un peu notre SEPA local, qui est utilisé de plus en plus entre B2B. Donc, on a trouvé un compte rapide à distance dans le livre d'une banque new-yorkaise avec une charge d'affaires francophone, à savoir que ce n'est pas toujours le cas qu'on a un charge d'affaires francophone. Donc, d'où vient le plus-value du desk, justement parce qu'on, même si l'équipe financière est anglophone, c'est toujours un plus d'avoir en fait une assistance linguistique sur les mots de vocabulaire bancaire américain. Un deuxième besoin du client, c'était pour garantir le loyer de l'entrepôt. Donc, dans ce cas-là, c'était CACIB New York qui est intervenu, mes collègues de International Trade and Transaction Banking, qui ont confirmé l'émission de la Standby Letter of Credit, la SBLC, ou lettre de crédit standby. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire assez régulièrement chez CACIB. Et aussi, il y a d'autres types d'émissions de garantie qui peuvent se faire pour répondre à des appels d'offres, fournir des garanties de bonne fin, ce qui est quand même un sujet d'actualité avec tout cet argent déployé aux États pour les projets d'infrastructure et autres. Donc, prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, je voulais vous évoquer aussi le financement de votre filiale américaine, parce que vous allez avoir quand même une réflexion comment financer votre expansion aux États-Unis. C'est important que je vous dise, surtout dans une nouvelle implantation US, il y a quand même un intérêt fort à se financer depuis un prêt de LCL en France auprès de la maison mère, en raison de cash flow limité, parce que les banques américaines prêtent sur du cash flow. Donc, il faut quand même bien prouver que vous pouvez rembourser la dette. Et puis aussi, vous avez un manque d'historique de crédit, ce qui est quand même un concept très important aux États-Unis. Et aussi, les taux d'intérêt locaux sont très élevés. Donc aussi, ça, c'est quand même très important parce que vous pouvez vous financer moins cher et plus facilement en France, au moins pour les premières implantations. Ceci dit, on a quand même pas mal de clients qui, à un moment ou à un autre, veulent que leur filiale américaine se vole de ses propres ailes. Dans ce cas-là, l'LCL et le desk nous à New York vont aider nos clients à obtenir du financement auprès d'une banque américaine. Un exemple de LCL Nord-Ouest, c'était un client dans agroalimentaire B2B qui est une ETI qui avait une jeune filiale de chiffre d'affaires de 1 million aux États-Unis, mais quand même avec des prévisions de croissance importantes parce qu'elle vendait et signait des contrats avec des grandes chaînes américaines comme Walmart ou autres, qui a quand même de grosses commandes, donc il faut faire face. Donc, le client souhaitait changer de banque parce qu'elle a été chez une grande banque américaine sans une relation très sur mesure, qui ne voulait pas financer. Du coup, on a proposé une banque régionale avec une équipe internationale qui a accordé une ligne de crédit court terme de 500 000 pour débuter. Donc, c'était le desk et LCL qui ont conseillé la maison mère et la filiale durant le process. On a fait la négociation avec la banque américaine sur le wording de la garantie et c'est LCL qui a émis la SBLC auprès de la banque indirecte pour garantir le prêt à 100% parce que justement, la filiale était trop jeune pour faire un prêt en standalone.
Autre type de financement qu'on fait, ce sont des prêts à terme pour les besoins de CAPEX, rénovation d'usines ou autres. Donc là, c'est plutôt à peu près 5 ans maximum, mais quand même avec un calendrier d'amortissement qui peut être plus souple, 10-15 ans par exemple. Donc, prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, je voulais vous donner quand même un contexte pour les entreprises aux États-Unis. Notre équivalent du PGE, c'est le Paycheck Protection Program, le PPP, qui se termine. Donc, c'était quand même 780 milliards de dollars qui étaient accordés à plus de 10 millions de dossiers. Les derniers chiffres que j'ai pu trouver sur les dépôts de bilan, c'était une baisse de presque 14% pour l'année terminant fin mars par rapport à l'année d'avant. Mais attention, parce que les soutiens publics, les reports de paiement et les fermetures des tribunaux fédéraux, qui plutôt, c'est eux qui s'occupent des faillites, sont quand même des facteurs qui ont contribué à repousser des dépôts de bilan. Donc, ce chiffre est potentiellement trop optimiste. Donc, à garder une vigilance très importante sur vos partenaires potentiels américains. Vraiment essayer de cueillir le maximum d'informations sur eux, des rapports de société. Mais attention, parce que les sociétés américaines qui ne sont pas cotées en bourse ne sont pas obligées de publier leur bilan, leur actionnariat. Donc, essayez d'être un peu plus creative, obtenir les trade references, mais aussi les credit references de la banque américaine. À savoir que quand même, la banque aura besoin de l'autorisation préalable de son client. Et prochaine slide. Donc, vous pouvez donc sécuriser vos paiements avec une SBLC, donc qui revient aussi maintenant encore une fois sur mes slides. Donc c'est l'acheteur, en fait, vous pouvez demander à votre acheteur américain de faire la demande auprès de sa banque pour mettre en place une lettre de crédit stand-by. Justement, c'est une garantie de backup. Donc vous allez mettre en jeu cette garantie en fait pour être payé en cas de défaut de paiement de votre acheteur. Donc tout dépend en fait du langage qui est écrit sur la SBLC. Et justement sur la facturation, parce que je comprends que c'est quand même un outil en France pour sécuriser aussi les relations commerciales. Ici, c'est moins le cas. Encore une fois, c'est à cause du fait que les bilans sont peu visibles des sociétés. Donc, et c'est pas vraiment les banques qui s'en occupent, c'est plutôt des facteurs spécialisés. Et c'est quand même un produit très cher et qui est moins vu en fait en termes d'image. Donc, je vais terminer avec une dernière slide. Qui est la prochaine slide qui indique le mappement de nos 17 International Desks. Je ne vais pas évoquer en fait tous mes desks, mais je vais juste vous ajouter un mot sur ma zone qui est non seulement les États-Unis, mais aussi le Canada. Nous avons un partenariat depuis de très longue date avec la Banque nationale du Canada, c'est un partenariat de referral réciproque. Et qui est une banque à titre national sur le pays, mais aussi très présent au Québec avec un bureau de rep à Paris qui active ses collègues canadiens qui sont des spécialistes dans l'international, mais aussi sectoriel. Donc, je termine mon discours maintenant et je vous remercie de votre écoute. Merci Christine. On a pu faire un tour d'horizon complet de ce sujet. Profiter des opportunités de la relance aux États-Unis. J'ai juste deux questions qui sont dans le chat et on va finir par là, et qui sont des questions, on sent l'impatience à retourner sur ce continent, des questions liées au déplacement. Une question sur les déplacements Europe, États-Unis, quelles sont à date les conditions de voyage, quand vont-elles être assouplies? Première question. Et deuxième question, là c'est intrazone. En cas d'implantation au Canada, les déplacements réguliers vers New York par un commercial sont-ils possibles sur le plan de contrôle de passage des frontières? Donc peut-être Bertrand et Isabelle, vous pouvez intervenir sur ces questions de déplacements internationaux. Avec le micro, Bertrand, parce qu'il est coupé. Pardon, j'avais coupé. Excusez-moi. Je ne suis pas spécialiste sur la matière, mais je parle d'un point de vue pratique avec quelques échanges très nombreux avec les clients, collègues, etc. Voyager dans le sens Europe vers les États-Unis, aujourd'hui, ce n'est possible qu'en demandant à l'ambassade d'Amérique US à Paris, le fameux NIE qui s'obtient très difficilement et sur des cas très exceptionnels. Donc, on attend de manière
On attend d'ici quelques semaines de savoir ce que va dire l'administration Biden. On a des bruits de couloir, là ça vient d'avocats spécialistes en immigration notamment, qui disent que ça devrait se réouvrir progressivement avec un carnet de vaccins, voilà. Mais on n'a pas de visibilité pour être clair, même si on se dit que cet été, il devrait y avoir des annonces. Après, sur la question numéro 2, sur la partie transborder Canada vers les États-Unis, il y a une frontière, tout le monde le sait, c'est deux pays différents, donc on ne rentre pas aux États-Unis comme ça. On peut venir visiter les États-Unis sur un visa, sans visa ou comme on le ferait de France, mais on ne peut pas le faire de manière très régulière. Et si ça devient vraiment un passage toutes les semaines, genre Suisse vers la France, c'est dangereux parce que là, c'est un travail quasiment aux États-Unis et ça ne peut pas continuer longtemps. Donc, je ne conseille pas ça du tout. Il faut vraiment pouvoir voyager et travailler aux États-Unis. Il faut avoir un visa. Après, on peut visiter les États-Unis, y compris avec un ESTA, pour faire de la prospection, rencontrer éventuellement des clients, faire un salon. Si c'est 2-3 fois dans l'année, ça va, mais si c'est toutes les 15 jours, non. Même venant du Canada. Et juste une petite question sur les EIN, parce qu'on a parlé de EIN. Chez Altios, nous faisons nous-mêmes le EIN et on le fait en 24 heures pour information, parce qu'on le fait de manière électronique. Et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Avant, ça prenait 1 mois, 2 mois. Même ça a vraiment patiné en début de Covid. Mais nous, on a pris la décision de faire nous-mêmes, ce qui a une notion d'engagement, parce qu'il faut que quelqu'un de chez nous mette son numéro de sécurité sociale locale, etc. Mais on le fait, je voulais juste le dire. Et le point sur la FDN, je le rejoins vraiment fortement, c'est une case absolument nécessaire. Et on est aussi l'agent quand il y a besoin d'une personne de confiance, je voulais aussi le dire. Il y a aussi des cabinets spécialisés qu'on connaît bien, qui font ça, d'autant plus que toute la philosophie de FDA a évolué de manière prédictive, je dirais, sur la manière d'avoir un rating des fournisseurs. C'est un très très bon sujet et je rebondis sur ce qui a été dit auparavant parce que c'est très 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 vrai. Et une petite remarque sur la tondeuse, la tondeuse en conteneur, ça illustre quelque chose. C'est qu'il faut vraiment lire toutes les lignes des contrats qui sont signés aux États-Unis parce qu'on est dans un pays qui s'attache à la loi et on se reporte après à ce qui a été écrit et c'est un sujet d'avocat et de juriste. Et en général, quand on fait un déménagement, c'est très bien marqué qu'il faut faire attention à ce qu'on envoie. Mais si on le signe un peu comme ça, et donc c'est très vrai ce qu'on a entendu tout à l'heure, il faut vraiment être très scrupuleux et faire attention. Parfait. Merci donc à tous pour votre participation. On va clôturer ce webinaire en simplement vous rappelant que le dernier webinaire a lieu demain, vendredi, sur un thème lié aux besoins en fonds de roulement à l'international. Et vous pouvez également, pour ceux qui ne sont pas inscrits, des entreprises qui le souhaitent, participer à des business talks, des sessions de rendez-vous individuels business avec les experts LCL et les experts Altios, soit sur des pays si vous êtes intéressé par des zones, soit sur des thématiques, que ce soit la stratégie internationale, que ce soit les RH à l'international ou que ce soit la croissance externe. Vous pouvez vous inscrire à travers votre chargé d'affaires qui nous relayera auprès de nous. Il me reste à vous remercier et à très bientôt. Le replay sera disponible dans quelques heures. Au revoir.